Je remercie le professeur Cédric Lemoigne d'être venu de Paris pour nous parler des mécanismes des troubles somatiques fonctionnels. Comme vous le savez, en médecine interne, en consultation, on voit énormément de patients avec des symptômes dits médicalement inexpliqués ou plutôt fonctionnels. On a toujours un peu de peine à faire passer le message qu'il n'y a pas d'investigation supplémentaire à faire, qu'il faut savoir négocier avec les patients un modèle commun de qu'est-ce qui peut créer les problématiques. Et donc, je suis très content que Cédric vienne nous expliquer un petit peu mieux comment on peut communiquer avec les malades au sujet de ces mécanismes, des mécanismes en cause dans les troubles somatiques fonctionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal pour cette invitation qui me fait très plaisir et puis qui m'honore et me touche un peu parce que la première fois que j'ai entendu ton nom, c'était prononcé par le professeur Silla Consoli qui était mon maître en psychiatrie à Paris. Donc, je suis très touché par cette invitation et très heureux de vous parler effectivement des potentiels mécanismes cognitifs et comportementaux des troubles somatiques fonctionnels. Et comme l'a dit Pascal Catebra, une partie de la prise en charge, une partie importante de la prise en charge des patients qui souffrent de ces troubles, c'est précisément effectivement de trouver un terrain commun, de partager un modèle explicatif de leurs troubles et ces mécanismes cognitifs et comportementaux peuvent y contribuer, bien sûr, si le patient y adhère. En matière de conflit d'intérêt, je suis psychiatre, donc je suis coupable ou suspect d'attirer vers ma chapelle des gens qui pourraient souffrir de maladies auto-immunes ou à la physiopathologie indéterminée, par exemple. Et puis, j'ai reçu récemment des financements publics pour étudier les facteurs de risque psychologiques du Covid long en rapport avec les modèles dont je vais vous parler, voire même en place une consultation multidisciplinaire dédiée aux symptômes persistants, ce qui m'a valu quelques soucis. Et je n'ai pas de lien d'intérêt avec un industriel pas récent et pas à venir. Je commence par un cas clinique qui correspond à un patient adressé à la consultation de psychiatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou, où je travaillais antérieurement, par une collègue de médecine interne. C'est un homme de 36 ans, il est marié, père de 2 enfants, et consulte une interniste en fait, pour possible maladie de Lyme chronique. Les symptômes évoluent depuis automne 2015, on le voit en 2020 ou 2021, je ne sais plus, avec principalement, il y a beaucoup de symptômes, mais principalement asthénie, avec très fluctuante, des arthralgies diffuses, fluctuantes en localisation et dans le temps. Sensation de serrement des membres, donc quelques éléments de sémiologie qui ne sont pas tout à fait dans le cadre des syndromes que l'on connaît, engourdissement des mains et des difficultés de concentration et d'attention. Un très fort retentissement, des avis médicaux multiples, personne ne sait ce que j'ai, pourra dire ce patient à un moment. Beaucoup de recherches d'informations, notamment sur Internet, sur les forums de discussion en particulier. Il évite tout effort physique et il a de multiples arrêts de travail qui mettent en délicatesse avec son employeur. Il arrive avec un possible diagnostic de Lyme chronique auquel il n'adhère que partiellement, notamment devant l'inefficacité ultérieure des traitements antibiotiques. Donc posé en 2017 après la mention rétrospective d'une piqûre d'insecte pendant l'été 2015. Pas de description d'érythème migrant, mais une lésion inflammatoire qui avait guéri spontanément. Il avait eu à ce moment-là un traitement assez costaud au niveau antibiothérapie, en tout cas largement au-delà des recommandations dans le cadre d'une éventuelle maladie de Lyme, mais sans amélioration, ce qui le fait un peu douter de ce diagnostic en dépit de ce qu'il a pu lire sur Internet. Il a même été hospitalisé pour un bilan de façon très brève antérieurement. L'examen physique est normal, ou en tout cas ne détecte pas d'anomalies, et ce qui contraste avec l'intensité des plaintes fonctionnelles qui sont importantes. Et puis, l'examen mental montre un épisode dépressif caractérisé d'intensité modérée qui est clairement apparu secondairement, notamment dans une situation d'errance médicale déjà assez prononcée. Et donc, il est adressé à l'unité de psychologie et psychiatrie d'urgence de l'HEGP avec la question de savoir s'il y a une participation psychologique à ces symptômes. Donc ça, c'est typiquement le genre de cas qu'on peut rencontrer en psychiatrie de liaison, et j'imagine que ça vous rappelle aussi un certain nombre de situations dans lesquelles les mécanismes psychologiques sont évoqués finalement un peu par défaut, alors qu'on le verra, ils peuvent être évoqués de façon positive, y compris, ça sera peut-être une ouverture à la fin, y compris quand il y a des lésions ou des dysfonctions objectivables au niveau périphérique. En psychiatrie, pendant longtemps, on a parlé de troubles somatoformes, on ne parlait pas de troubles somatiques fonctionnels. D'ailleurs, je crois que le terme trouble somatique fonctionnel n'est reconnu véritablement dans aucune classification nosographique
consensuel, même si c'est un terme souvent utilisé. Pendant longtemps, on a parlé de troubles somatoformes, et dans le DSM-4, ce n'est pas pour vous faire la nosographie psychiatrique ou l'histoire de la nosographie, mais c'est pour comprendre un certain nombre de problèmes que posent ces syndromes. Ce chapitre a été révisé, même ce nom a disparu, pour plusieurs raisons qui figurent dans le cartouche en haut à gauche. Premièrement, un recouvrement diagnostique important. Il y avait plusieurs entités, vous voyez, troubles somatisation, troubles douloureux, hypocondrie. Et en fait, c'était difficile pour un patient d'avoir les critères pour un trouble sans avoir les critères pour au moins un deuxième, voire un troisième trouble. Donc, quel était le sens de définir des critères qui, en final, aboutissaient souvent à une situation de comorbidité? Le terme hypocondrie a disparu du DSM-5. Et la raison, ce n'est pas qu'on pensait que la maladie n'existait pas, mais simplement qu'il a été considéré que ce terme était devenu trop stigmatisant. Et donc, c'est devenu illness anxiety, qui a été traduit en français par crainte excessive d'avoir une maladie. Donc, c'est une belle périphrase. Mais quand même, c'est important de considérer que certains troubles voient leur nom disparaître pour des raisons de stigmatisation, et c'est notamment le cas dans les troubles somatiques fonctionnels. Dualiste, puisqu'elle supposait que les symptômes pouvaient être d'origine psychologique ou physique, sans interface entre les deux dimensions. Et puis, au dehors de leur définition négative, c'est-à-dire à partir du moment où on a la notion de symptômes médicalement inexpliqués, ça pourrait être psy. L'inscription de cette catégorie dans un manuel de diagnostic de troubles mentaux l'atteste de façon implicite de toute façon, posait un souci. Mais en réalité, ce diagnostic n'était pas du tout utilisé par les médecins à même de rencontrer les patients souffrant de ces troubles. Alors, qu'utilisent les médecins? Ça, c'est la révision. Qu'utilisent les médecins, en général, non psychiatres? Ils utilisent des termes qui correspondent souvent à des termes développés dans leur spécialité en fonction des centres d'intérêt ou des centres de compétences de leur spécialité. Et donc, en fait, toutes les spécialités ont décrit un ou plusieurs troubles somatiques fonctionnels, certains avec des critères diagnostiques reconnus au niveau international, d'autres plus anecdotiques, voire d'autres avec des entités tout à fait discutées. Et donc, les gastro-entérologues ont l'intestin irritable, les rhumatologues la fibromyalgie, les pneumologues le syndrome d'hyperventilation, quelques collègues en médecine professionnelle voient des gens qui sont électrosensibles, etc. Et ça méconnaît cette classification, l'extrême comorbidité de ces syndromes, en particulier pour ceux qui sont caractérisés non pas par des symptômes, mais par l'étiologie supposée. Il y a un papier, un position paper de Simon Wesley et collaborateurs qui est très souvent cité dans ce domaine, qui résumait bien la problématique et qui supposait que l'existence de syndromes somatiques fonctionnels distincts les uns des autres était plus un artefact lié à la spécialisation de la médecine plutôt qu'à la réalité d'une distinction nosographique. En réalité, c'est un débat qui reste non tranché. Il y a des positions unicistes qui existent quand même. Par exemple, au sein de la classification internationale des maladies, vous pourrez voir le Bodily Distress Syndrome, dans lequel il y a plusieurs dimensions qui peuvent être isolées ou associées, donc des troubles musculo-squelettiques. Si vous voyez un collègue surtout intéressé par ces symptômes, peut-être que vous hériterez d'un diagnostic de fibromyalgie, mais en même temps, il peut y avoir des symptômes gastro-intestinaux, donc vous pourriez avoir un autre diagnostic. Des symptômes dits généraux, alors là, peut-être ce serait un syndrome de fatigue chronique que vous diagnostiquerez. Donc, en fonction, si vous voyez un psychiatre, je ne vous raconte pas ce qu'on peut diagnostiquer chez ces patients, mais en réalité, les patients sont plus découpés à l'aune des ornières, des œillères de chaque spécialité que dans la réalité de ce qu'ils présentent. Par ailleurs, les patients s'adaptent très vite au centre d'intérêt des médecins qu'ils rencontrent et mettent en avant des symptômes qui vont susciter la sollicitude ou au minimum le domaine de compétence supposé du médecin qu'ils ont en face d'eux-mêmes. Quels sont les modèles explicatifs que l'on peut solliciter pour essayer de comprendre ces symptômes extrêmement invalidants, souvent très pénibles, en dépit d'une normalité des organes qu'ils semblent désigner? Alors, de temps en temps, les organes qu'ils désignent, ce n'est pas très clair. La fatigue, je ne sais pas trop quel organe ça désigne. Enfin, j'ai une idée, mais je la garde pour moi pour l'instant. En revanche, si vous avez une dyspnée, ça peut désigner plus certains appareils. On peut faire l'hypothèse de dysfonction respiratoire, cardiaque, d'une anémie, etc. Et donc, les troubles somatiques fonctionnels ont quand même une définition négative. Ce sont des troubles dont les symptômes ne semblent pas pouvoir être expliqués par une lésion ou une dysfonction de l'organe qu'ils semblent désigner. Ça ne signifie pas que les symptômes n'existent pas, puisqu'ils sont ressentis, ils existent par définition, mais probablement leur origine ne se situe pas dans une dysfonction de l'organe qu'ils semblent désigner. Les modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, certains ont un niveau de preuve correct, d'autres sont tout à fait hypothétiques. Leur intérêt réside à la fois dans leur intérêt heuristique, ils peuvent stimuler des hypothèses de recherche qui peuvent être testées, et puis sur le plan thérapeutique aussi, puisqu'ils peuvent être la base, premièrement, de la construction d'une alliance thérapeutique avec un patient, deuxièmement, du changement
ou de certains changements de la part des patients qui peuvent être favorables pour eux. Premièrement, la façon dont ils envisagent leurs symptômes et deuxièmement, la façon dont ils y réagissent. Le modèle comportemental est peut-être le plus simple, simpliste, disent parfois certains collègues. Il ne fait pas l'impasse sur une certaine prédisposition qui pourrait être génétique ou liée à des événements de vie, peu importe. Mais comme tout bon modèle comportemental, il fait appel aux théories de l'apprentissage. Et ce qui est notable dans ces modèles, peut-être à rebrousse-poil des idées qu'on a sur les modèles psychiatriques des troubles somatiques fonctionnels, c'est que le facteur déclenchant est souvent physique dans ces modèles. Ce n'est pas un événement de vie stressant, ce n'est pas quelque chose qui veut séparer, un deuil, une séparation, etc. C'est vraiment un facteur déclenchant physique la plupart du temps, qui peut être retrouvé dans un grand nombre de cas beaucoup plus facilement, avec une liaison chronologique beaucoup plus évidente que d'éventuels facteurs de stress. Par ailleurs, qui n'a pas connu de stress au cours de la semaine écoulée? Au cours du mois écoulé? Au cours de l'année? Ah, ça y est, j'ai mon facteur déclenchant psychologique. Bravo. Donc, la recherche du facteur déclenchant psychologique n'est ni sensible ni spécifique. Elle vient parfois toute seule. La base sur laquelle on va pouvoir imputer le trouble à cet événement sont difficiles. Et moi, j'ai tendance désormais, ça peut sembler curieux, à déconseiller en tout cas mes internes ou mes jeunes collègues de le rechercher trop proactivement parce que les patients redoutent qu'on établisse un modèle psychologique simpliste et ça vient en général nuire un peu à l'alliance, voire même ils pourraient craindre qu'on établisse des liens de cause à effet. Donc, ils peuvent éventuellement même nous cacher certaines sources de stress de peur qu'on puisse établir un lien de cause à effet important. Donc, le facteur déclenchant il est souvent physique. Alors, l'exemple classique, c'est un traumatisme physique mineur ou une infection, un épisode infectieux, une gastroentérite par exemple. Désormais, il y a d'autres exemples d'épisodes infectieux qui peuvent éventuellement entraîner certains troubles selon ce modèle. Et donc, comme je vous l'ai dit, un tout bon modèle comportemental, les théories de l'apprentissage font intervenir ici en premier lieu le conditionnement répondant, c'est-à-dire le conditionnement pavlovien. Donc, comme l'un des nombreux chiens de Pavlov qui se mettait à saliver quand il entendait la clochette après avoir été exposé à l'association entre clochette et viande. Pavlov ne dit pas si le chien ne se formait pas une image mentale de la viande en entendant la clochette, mais bon, on viendra au modèle cognitif un peu après. Eh bien, un patient qui, pendant 10 jours, a des douleurs à chaque distension du tube digestif peut avoir une association désormais entre un stimulus nociceptif qui n'est présent que pendant la gastroentérite et évidemment des distensions du tube digestif qui étaient antérieurement non douloureuses. En général, ce conditionnement est perdu si vous présentez la clochette au chien de Pavlov une fois, 2 fois, 3 fois sans rumsteak. Au bout d'un certain temps, il ne salive plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas complètement perdu puisqu'il suffit désormais d'une nouvelle association fortuite entre viande et clochette pour que tout reparte comme au début, ce qui montre que les choses ne sont pas complètement oubliées. Il persiste une sorte de vulnérabilité ou de facilitation du conditionnement probablement pour très, très, très longtemps. Mais quand même, le conditionnement, lui, disparaît quand on s'expose à nouveau au stimulus inconditionnel sans le stimulus conditionnel. Typiquement, dans une gastroentérite, ça veut dire, quand on a à peu près guéri, reprendre son alimentation et reprendre une alimentation normale en dépit des symptômes qui peuvent réapparaître quand on reprend l'alimentation. Et à ce prix-là, on se déconditionne. Exactement le cas quand on a, par exemple, une lombalgie aiguë, et il vaut mieux garder ou reprendre rapidement une activité physique modérée que d'attendre sans bouger que la douleur disparaisse. S'il n'y a pas d'évitement, on le verra un petit peu tout à l'heure dans un modèle expérimental, il y a 2 risques. Bien sûr, le risque d'absence d'extinction du conditionnement et puis ainsi un risque de conditionnement opérant secondaire. Et là, je me cantonne aux mécanismes psychologiques, mais bien sûr, il y a des mécanismes physiologiques. Tout ce qu'un organisme évite, il y devient plus sensible, et ça, c'est tout à fait trivial. Alors, c'est vrai dans le modèle, c'est vrai dans le domaine psychique, bien sûr. Si vous êtes un peu timide, vaut mieux vous exposer, et plus vous exposerez, moins vous serez timide. Mais si vous marchez avec des chaussures, j'ai l'impression que c'est une habitude partagée. Au bout d'un certain temps, vos pieds auront mal dès que vous marchez sur du gravier, alors qu'a priori, notre organisme est fait pour marcher pieds nus. Donc, tout ce qu'on évite, tout ce que notre organisme évite, il y devient plus sensible. C'est vrai aussi, par exemple, pour l'effort. Si vous restez au lit pendant 1 mois, vous aurez un peu plus de mal à faire des efforts au bout d'1 mois. Et ça ne sera pas forcément que psychologique. Donc, tout ça peut nous aboutir à un trouble constitué, en tout cas selon ces modèles. Typiquement ici, une filiation entre gastroentérite et intestin irritable, ou entre lombalgie aiguë, puis ensuite ou cause de douleurs nociceptives ponctuelles avec une extension secondaire
comme on peut le voir dans certains syndromes fibromyalgiques. Quel est le niveau de preuve de ces mécanismes de conditionnement, notamment conditionnement répondant? Il est correct, bien qu'on ait du mal à évidemment pour des raisons éthiques évidentes, faire le pas totalement en matière de démonstration. Les exemples de conditionnement chez l'être humain les mieux explorés, c'est par exemple la dyspnée conditionnée. Ça, c'est un exemple classique de conditionnement. Vous faites respirer un volontaire sain sans antécédent particulier, un air avec une odeur. Alors, ça marche bien avec les odeurs désagréables, qui ont sans doute une valeur d'alerte, moins bien avec le patchouli. Ça marche mieux avec l'ammoniac, là. Et si vous faites respirer cette odeur qui sent mauvais avec un air enrichi en CO2, typiquement, c'est un paradigme de rebreathing. En gros, on ferme le circuit et le sujet se met à réinspirer l'air qu'il a expiré. Donc, la pression parentielle en CO2 augmente petit à petit. Il va développer une détresse respiratoire avec une dyspnée subjective et puis une tachypnée objective. Secondairement, il suffit de 3 phases d'apprentissage pour que quand on réexpose le sujet à l'odeur, mais en air ambiant, il développe à nouveau des symptômes respiratoires. Ce qui est un modèle qui montre qu'à la fois, il faut un facteur déclenchant physique initial, c'est-à-dire une cause physiologique de dyspnée ou de tachypnée qui va déclencher ces symptômes chez n'importe qui, pour que secondairement, des mécanismes d'apprentissage puissent reproduire des symptômes subjectifs en l'absence de la cause qui les a initialement causés. Alors évidemment, si vous êtes conditionné à l'ammoniac et que vous mettez de l'ammoniac partout chez vous, etc., vous allez rapidement vous déconditionner. Dans la vraie vie, ce n'est pas ça qui se passe. Si vous passez à côté d'une odeur et que d'un coup, vous avez du mal à respirer, vous allez vous écarter de cette odeur. Comme vous allez vous écarter de cette odeur, vous allez aller mieux. De cette façon, vous allez premièrement confirmer l'hypothèse que c'est bien ce produit qui est à l'origine de vos symptômes et deuxièmement, ne pas vous déconditionner. Vous allez encore et encore renforcer votre adhésion à cette imputabilité de vos symptômes à une source extérieure et en plus, renforcer vos symptômes. Là, on n'est plus dans un autre exemple, cette fois-ci, qui n'est plus expérimental, qui est observationnel. Quels sont les facteurs qui prédisent l'évolution d'une gastro-entérite aiguë bactérienne, en l'occurrence, vers un trouble fonctionnel intestinal à distance? Ce ne sont pas des facteurs liés à la sévérité de l'infection initiale, ce sont plus des facteurs d'ordre psychologique. Donc, sans doute, chez ces patients, ils n'auraient pas développé le syndrome de l'intestin irritable sans rencontre avec Campylobacter jejuni. En revanche, les facteurs qui prédisent l'évolution vers ces symptômes persistants sont des facteurs d'ordre psychologique. Vous voyez ici un tempérament anxieux ou perfectionniste et un comportement en tout ou rien. On retourne sur des éléments de preuve de faible taille d'effet, mais quand même qui sont intéressants puisqu'ils sont à nouveau expérimentaux, mais cette fois-ci thérapeutiques. Si on essaye d'appliquer des modèles psychologiques au traitement ici du syndrome de l'intestin irritable, on peut utiliser 2 types de psychothérapie. Une thérapie cognitive, enfin plein de types évidemment, mais ici dans cette étude 2 types, une thérapie cognitive de gestion du stress. Le modèle, c'est quoi? C'est que chez une partie de ces patients, une partie des symptômes serait un mode d'expression des émotions négatives. Et donc, on va enseigner quelques techniques de gestion des émotions négatives à ces patients et du coup, ils vont avoir moins de symptômes physiques. Et puis, un autre modèle qui est un modèle, celui comportemental, on va dépister, identifier avec l'aide du patient toutes les conduites d'évitement, tout ce qu'il a cessé de faire pour essayer de s'épargner tous ces symptômes pénibles, et on va progressivement réintroduire tout cela. Donc, s'il a, par exemple, éliminé de son alimentation le gluten, quelle idée, eh bien, on va lui proposer progressivement de réintroduire cet aliment. S'il évite de prendre, je ne sais pas, les transports en commun quand il n'y a pas de toilette dans la rame parce que l'on ne sait jamais ce qui pourrait survenir, on va le réexposer petit à petit à ces situations, etc. Et ce que montrait cette étude de façon assez intéressante, c'est qu'on faisait sans doute mieux avec la thérapie d'exposition qu'avec la thérapie dite cognitive. Et évidemment, pour qu'un patient adhère à la thérapie d'exposition, il faut qu'il adhère au modèle cognitif sous-jacent. Sinon, il n'y a aucune chance qu'il se mette à s'exposer s'il n'a pas adhéré au modèle que je vous ai présenté. Et donc, on en vient à la partie cognitive de l'affaire. Qu'est-ce qui fait que des sensations corporelles peuvent devenir des symptômes, c'est-à-dire des sensations auxquelles on attribue la signification de témoigner d'une maladie? Plusieurs facteurs cognitifs qui interviennent. Les facteurs les plus importants, c'est sans doute l'attention et puis l'attribution d'une signification particulière à ces sensations. Le rôle de l'attention, sans mauvais jeu de mots, il est à manier avec. Il faut faire attention avec les patients. Ils sont souvent ils ont été éprouvés dans leur expérience auprès de leurs proches, auprès des professionnels de santé,
par des suggestions qui pourraient faire penser qu'ils en font un peu trop, qu'ils sont un peu des malades imaginaires, qu'ils s'écoutent un peu trop, etc. Donc, quand on introduit avec eux le fait que des mécanismes attentionnels pourraient participer aux symptômes, souvent, ils risquent de mal le vivre. Et donc, il faut prendre souvent des exemples très concrets que vous pouvez partager avec eux, non pathologiques, pour introduire le rôle de l'attention. Pourquoi c'est important ce rôle de l'attention ? Parce que, contrairement à notre expérience immédiate, intuitive, ce que nous percevons dépend de ce qu'il y a à percevoir, évidemment, mais aussi de ce que notre cerveau s'attend à percevoir. Donc, des exemples qu'on peut prendre avec les patients, assez faciles, c'est que s'ils sont mordus par un petit animal, ici un lézard, l'information, l'input nociceptif est suffisamment intense pour qu'il n'y ait pas besoin de l'avoir beaucoup anticipé pour le sentir. Donc, si ici une guêpe vous pique dans le cou, vous allez la sentir. En revanche, pour certaines sensations, il faut qu'il y ait un degré d'attention qui soit important pour qu'elles émergent. L'exemple qui est assez facile à prendre dans un amphi, c'est de vous demander de prendre conscience du poids de votre corps sur la chaise. Vu le confort des chaises en général, vous avez une sensation qui s'impose à vous, qui vient prendre un petit peu de place. Vous étiez attentif à ce topo, et puis maintenant, une petite partie de votre expérience mentale qui est envahie par une sensation physique que vous n'aviez pas il y a une minute, que je n'ai pas non plus. Elle n'est pas imaginaire, cette sensation, mais elle est là, et elle est apparue. Curieusement, vous étiez assis depuis 20 minutes. Si je vous demande de ne pas y prêter attention, ce qu'on fait aux patients, vous n'avez qu'à pas y faire attention, il faut passer à autre chose, allez-y, essayez. Ne prêtez pas attention au poids de votre corps sur la chaise, ça va être un peu compliqué. Donc ça, on peut le faire en consultation avec les patients pour montrer qu'on partage avec eux un phénomène qui est trivial, le rôle de l'attention dans la sensation. Donc les modèles actuellement en sciences cognitives des troubles somatiques fonctionnels, ils sont assez différents les uns des autres, mais ils partagent en général l'idée, qui n'était pas celle qui prévalait il y a 20 ans, que ce n'est pas une amplification des signaux périphériques qui est en cause, c'est plutôt une amplification des attentes top-down, descendantes, qui seraient en cause. Une telle anticipation, une telle focalisation attentionnelle que des choses qui seraient à percevoir mais ne le sont pas, le deviennent. En général, on utilise cette image que vous connaissez peut-être, certains peut-être bien heureux ne la connaissent pas encore, pour montrer que les attentes, ce type d'anticipation ne sont pas forcément des attentes conscientes, des attentes conscientes. Ici, il y a deux questions que je vais vous poser. Il y en a une qui est facile et une qui est difficile. La question facile, c'est quelle case vous voyez la plus foncée, la A ou la B? Alors, en général, on voit la A plus foncée, et donc la réponse à cette question est vraie, on voit la A plus foncée. Maintenant, la deuxième question qui est plus dure, c'est quelle est la plus foncée? La réponse est qu'elles ont la même teinte. Alors, je sais que certains d'entre vous vous disent « c'est un psychiatre, il fait le malin, c'est pas vrai » et tout. Alors, il y a la différence entre une hallucination, une perception sans objet, c'est-à-dire on voit une différence de teinte alors qu'il n'y en a pas, et une idée délirante. Et parmi les critères sémiologiques de l'idée délirante, il y a le fait que vous allez abandonner cette croyance quand je vais vous administrer la preuve du contraire. Sinon, vous pouvez venir me voir à la fin du topo. Donc, a priori, là, vous devez abandonner la croyance qu'elles ont des teintes différentes. Elles ont des teintes qui sont exactement identiques, mais pourtant, nous la voyons différente. Et donc, ça, c'est l'exemple de l'influence d'une croyance non consciente sur notre perception. Notre croyance, c'est qu'on voit un échiquier et notre cerveau, il a acquis un certain nombre de connaissances sur cet objet, notamment que les cases sont alternativement claires et foncées. Et il faut une grosse concentration pour arriver vraiment à les voir de la même teinte. On peut y arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Grosso modo, la première perception qu'on a, c'est qu'il y a une différence de teinte et pourtant, une dernière fois, pour le fun, il n'y en a pas. Ça, pour certains patients, si vous sentez qu'ils vous suivent sur l'exposition du modèle cognitif, ça peut être une vraie démonstration qu'une perception peut exister sur la base d'une anticipation cérébrale, c'est-à-dire qu'on peut percevoir des choses qui ne sont pas à percevoir. Et donc, ces mécanismes ne sont pas volontaires. Ça, c'est aussi important. Et même le rôle de certaines croyances, y compris non conscientes, sur la perception, peuvent continuer à fonctionner malgré qu'on sache qu'elles sont à l'œuvre. Et y compris dans le conditionnement, les expériences que je vous ai montrées, notamment du labo de Hubert Vandenberg sur la dyspnée conditionnée, ça marche aussi quand on dit aux gens, quand on révèle aux gens la manip. Ils ont beau savoir que dans un cas, ils sont exposés au CO2 et dans un autre cas, ils ne le sont pas, mais ça marche quand même. Par ailleurs, ça marche dans la vie de tous les jours. Si là, vous avez un peu soif et qu'à la fin du topo, vous allez boire un verre d'eau, si vous avez soif, c'est parce que votre cerveau il capte certains capteurs, il utilise l'information de certains capteurs sur votre niveau d'hydratation.
Une fois que vous avez bu un verre d'eau, que devient votre soif? Elle disparaît comme ça. Pourtant, l'eau est toujours dans votre estomac. Donc, c'est un bon exemple d'une sensation qui peut être très pénible et qui va disparaître comme ça, alors que les causes physiologiques de cette sensation sont toujours présentes. Donc, notre cerveau, il apprend en permanence à anticiper les choses. Et maintenant que vous le savez, ça va quand même marcher tout à l'heure. Même si vous avez très soif, vous savez que c'est un effet placebo, vous buvez un grand verre d'eau et vous n'avez plus soif. Et donc là, on passe de sensations corporelles à des symptômes somatiques en raison d'une deuxième chose. Qu'est devenu le poids de votre corps sur la chaise? Il avait disparu. Pourquoi il avait disparu? Il avait disparu parce que j'ai distrait votre attention avec l'échiquier d'Adelson. Maintenant, je vous le ramène, mais il avait disparu. Si ça avait une signification particulière pour vous, si vous aviez la crainte d'avoir une sclérose en plaques ou si vous avez reçu des informations comme quoi tel symptôme était très inquiétant, ce symptôme, cette sensation n'aurait pas disparu. Et donc, il y a une interaction entre l'attention que vous avez portée peut-être pour une raison fortuite ou parce que quelqu'un vous a invité à le faire et la valeur d'alarme, la valeur que vous apportez à cette sensation, la signification que vous lui donnez. Et si vous lui donnez une signification potentiellement menaçante, votre attention ne va pas pouvoir être déviée. D'ailleurs, comme c'est une sensation qui apparaît de novo, le simple fait qu'elle apparaisse peut être considéré comme potentiellement un signe d'inquiétude. Souvent, on pointe dans ce mécanisme d'attribution d'une signification menaçante, on pointe la personnalité des patients. Ce n'est pas totalement faux, un tempérament anxieux est plus à risque, prédispose des personnes à développer des troubles somatiques fonctionnels. Mais je trouve que c'est assez injuste vis-à-vis des patients, puisque la grande source d'attribution menaçante, elle est surtout extérieure. Certes, ils peuvent être plus ou moins anxieux, mais surtout extérieure. Donc, notre patient, par exemple, il peut très bien être tombé là-dessus. Et les mêmes mécanismes qui font que ça, c'est plus vendeur qu'une une de courrier international sur « en fait, le monde va mieux ». C'est statistiquement prouvé. C'est statistiquement prouvé, mais ce n'est pas la perception qu'on en a. Ça marche. Ça capte beaucoup plus notre attention. Et évidemment, c'est un peu dur, je trouve, de pointer la personnalité anxieuse des patients quand on sait qu'ils peuvent être exposés jour et nuit à des choses extrêmement inquiétantes. Et encore, là, je cite un média, papier, machin, etc. Mais ce n'est pas la source d'information première des patients. Donc, attention à trop rapidement attribuer ces significations menaçantes que peuvent avoir les patients à leur seule personnalité. De façon intéressante, ces mécanismes d'attribution d'une signification menaçante de symptômes et les mécanismes dits non conscients, typiquement de conditionnement, interagissent entre eux. Donc, si vous avez reçu une information menaçante sur la pollution atmosphérique et l'impact sur la santé, vous allez être encore plus sensible au conditionnement, à la dyspnée conditionnée à l'odeur. De la même façon, si vous avez une vidéo alarmante sur l'effet de la 5G sur la santé versus une vidéo avec les mêmes images sur les trafics de portables volés, eh bien, vous allez être plus sensible aux effets nocebo créés par une fausse boîte Wi-Fi. Donc, il y a des interactions entre des phénomènes de haut niveau, des représentations mentales, telles que véhiculées dans les médias, par exemple, et puis des phénomènes perceptifs basiques, tels que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, ces mécanismes ne sont pas indépendants les uns des autres. Et leur articulation est assez complexe à modéliser. Alors, il y a des études expérimentales comme celle que je viens d'illustrer, puis il y a des études simplement d'observation. Une que j'aime bien citer, c'est celle-ci. Vous avez en ligne pointillée la prévalence estimée de l'électrosensibilité à Taïwan, avec 2 points. Un point en 2007, 13% de la population se disait électrosensible, c'est-à-dire imputait des symptômes potentiellement pénibles ou invalidants à l'exposition au champ électromagnétique, contre 4,6% en 2012. Et puis les autres lignes, ce sont les données d'exposition estimées aux ondes électromagnétiques à Taïwan entre 2007 et 2012. On peut supposer que ça a continué de monter et que nous n'avons jamais été autant exposés aux ondes électromagnétiques que désormais. En revanche, il existe une corrélation plus intéressante, en tout cas plus significative, avec la couverture médiatique du phénomène d'électrosensibilité dans les médias. Alors là, c'est que observationnel, évidemment, on n'est plus dans l'étude expérimentale, mais qui suggère que, d'une part, les symptômes en eux-mêmes ou l'attention portée aux symptômes pourraient être amplifiés par des informations ou qu'à ce niveau de symptômes équivalents, leur attribution à une cause plutôt qu'à une autre peut être aussi modélisée par les informations auxquelles on est exposé. Je passe sur les facteurs biologiques. Il est souvent supposé que les patients ayant des troubles somatiques fonctionnels auraient une hyper-réactivité au stress. En réalité, quand on ajuste sur le niveau d'anxiété, on ne trouve souvent pas, dans les études les mieux faites, souvent pas de différence si on tient compte simplement du niveau d'anxiété. C'est peut-être un médiateur de l'impact de l'anxiété sur les troubles somatiques fonctionnels, mais ce n'est pas un facteur spécifique de ces troubles.
En revanche, un troisième facteur psychologique que j'ai cité ici, qui est l'alexithymie, pourrait lui jouer un rôle. L'alexithymie, c'est un néologisme inventé il y a une quarantaine d'années, 50 ans peut-être, qui désigne la difficulté que peuvent avoir certains individus à identifier leur état émotionnel. Donc c'est un continuum en réalité. Et aussi bien l'alexithymie ne semble pas prédire un certain nombre de pathologies non psychiatriques ou somatiques. En revanche, l'alexithymie semble associée avec un léger surrisque de troubles somatiques fonctionnels. Et le modèle qui est comme dans cette étude, par exemple, le modèle qui en rend le plus facilement compte, c'est que pour certains symptômes physiques d'anxiété, typiquement l'anxiété peut susciter beaucoup de symptômes physiques, au point tel d'ailleurs qu'il est difficile d'imaginer ce que ce serait d'être anxieux sans aucun symptôme physique. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est d'être anxieux sans avoir les mains moites, une oppression, quoi que ce soit. Ça va être totalement cool au niveau physique, mais être anxieux quand même. C'est presque une sensation, une situation très difficile à imaginer. Eh bien, un certain nombre de ces symptômes d'anxiété peuvent être perçus ou attribués à une pathologie dite somatique, d'autant plus que je n'ai pas conscience que je suis moi-même stressé. Et on vous rencontre des gens qui sont beaucoup plus en difficulté pour identifier leur état émotionnel et leur donner un mot que des personnes qui, au contraire, sont très, très, très habiles pour identifier leur état émotionnel. Donc, le risque d'attribuer des symptômes physiques d'anxiété à une cause non anxieuse est plus important. Je passe sur les facteurs génétiques éventuels, puisque comme dans toutes les maladies complexes, on ne peut pas dire que, en dehors de pointer que ce n'est pas les mères qui rendent leurs enfants autistes, la psychiatrie génétique n'a pas contribué de façon considérable à la discipline pour l'instant. Les événements traumatiques sont à risque dans l'enfance, notamment sont à risque de développement de syndrome somatique fonctionnel, mais c'est un facteur de risque ubiquitaire, c'est vrai pour la totalité des troubles mentaux, et c'est vrai d'ailleurs pour certains troubles physiques qui ont des facteurs de risque psychologiques. Ce qui est plus spécifique, ce sont les facteurs comportementaux, mais j'en ai déjà parlé, en particulier l'évitement, à partir du moment où je commence à éviter les situations qui provoquent les symptômes. Donc, si j'ai des symptômes, par exemple, provoqués par l'effort et que je me mets à éviter l'effort, je vais en réalité, un, ne pas me déconditionner sur le plan psychologique, et deux, je vais me déconditionner sur le plan physique et devenir de plus en plus sensible à cet effort. Et ça peut être influencé par des modèles parentaux, en particulier des modèles dans lesquels, ou des situations dans lesquelles il était plus facile d'obtenir l'attention des parents par l'exposition d'un symptôme physique que par un autre moyen. Et puis, certains traits de personnalité sont plus associés. Alors, curieusement, c'est quelque chose qui est souvent constaté par les cliniciens, le caractère perfectionniste des patients. Et en fait, il y a un niveau de preuve très, très, très faible sur cette affirmation. Et pourtant, il nous semble que c'est assez évident cliniquement. Peut-être simplement qu'il faut être perfectionniste pour arriver à la consultation de 5e ou 6e ligne de tel ou tel spécialiste. Je terminerai par les facteurs sociaux et il me semble très important, sociaux à la fois au sens large, mais j'en ai déjà évoqué certains, jusqu'à l'interaction sociale avec le médecin qu'ils ont en face d'eux ou leur employeur ou leur conjoint. Il y a une question bien sûr de l'accès au statut de malade selon certains endroits, selon la CPEAM du coin ou pas. Si vous avez toutes sortes de symptômes et que vous dites voilà, j'ai tous ces symptômes, ça me pourrit la vie, vous pourrez avoir droit à une reconnaissance de telle ou telle maladie, voire une affection de longue durée. Puis si vous avez exactement les mêmes symptômes, le même handicap, mais vous avez le malheur de dire que vous pensez que c'est lié à la 5G, alors là, vous avez droit à rien. Ce qui est assez absurde, en fait. Vous avez les mêmes symptômes, le même handicap. Dans un cas, vous avez osé évoquer votre théorie étiologique et ça vous disqualifie. Dans un autre cas, vous êtes resté très descriptif et peut-être que là, vous aurez le droit à fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, etc. Donc, il y a comme ça des représentations sur qui est malade, qui est vraiment malade, qui ne l'est pas, qui comptent beaucoup pour ces patients. Et leur expérience, c'est souvent le fait d'être rejeté de la part du corps médical, mais aussi non reconnu en tant que malade. Ce qui crée un second besoin, c'est-à-dire le premier besoin, quand ils vont voir un médecin, c'est d'être soulagé, de comprendre et d'être soulagé. Le second besoin, c'est d'être reconnu. Et parfois, ce besoin, notamment quand ils sont désespérés d'aller mieux, prend le pas sur le reste. Ils n'imaginent plus, ils n'espèrent plus guérir, mais au minimum, ils veulent qu'on trouve une anomalie qui montre à leur conjoint, leur employeur qu'ils ne sont pas zinzin, ou quelque chose qui va justifier le fait qu'ils ne puissent plus fonctionner comme ils souhaiteraient fonctionner. Donc ça varie en fonction de l'offre de soins. Ce n'est pas très clair qui s'occupe de ces patients. On a vu plein de disciplines, mais celle qui s'occupe des troubles somatiques fonctionnels, je ne sais pas si… Ce n'est pas les psychiatres, en tout cas, je peux vous le dire, parce que je connais bien la communauté. Je ne suis pas sûr que ce soit tous les internistes non plus. Je connais un peu moins cette communauté, mais il m'a semblé que ce n'était pas forcément affiché médecine interne. Et puis, ça pointe la question du rejet social ou du véhicule de rejet social. Et là, je voudrais vous faire partager un dernier
une dernière expérience cognitive. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce test. C'est un test qui a été mis au point à la fin des années 90 pour tester l'effet de l'ostracisme chez les préadolescents. Vous savez, la préadolescence, c'est le moment où le regard des pairs, PAIRS, commence à prendre le pas sur le regard des parents, sur la construction de l'estime de soi, etc. Et donc, c'est un âge où on est très vulnérable au comportement d'ostracisme. Et pour tester cette réaction, en général, on inventait en psychologie expérimentale des situations dans lesquelles on va expérimentalement soumettre le sujet à une situation comme ça. Donc, on lui présente, la personne qui va se prêter à cette expérience, on lui présente deux participants, donc Simon et Guillaume, deux sympathiques hipsters de la fin du 19e siècle à Vienne. Et donc, chacun se sépare, s'installe devant un écran d'ordinateur. Et puis, le but, vous dit-on, c'est une épreuve d'imagerie mentale. Vous devez vous imaginer en train de faire une partie de beach volley. Et donc, ça commence. Simon passe à Guillaume la balle. Guillaume vous la passe. Alors, vous la passez à Simon, etc. Donc, au début, ça se passe pas mal. Et puis, au bout d'un certain temps, alors qu'au début, vous échangez la balle, c'est pas aussi brutal que ça. C'est mieux fait, parce que je n'ai pas le temps, mais petit à petit, vous êtes exclu. En fait, vous jouez ni contre Simon ni contre Guillaume. Chacun joue contre un programme informatique qui est simplement fait pour vous exclure progressivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça nous fait. Au niveau cérébral, on sait que ça va entraîner l'activation de régions qui sont partagées avec la perception de la douleur physique. En particulier, les régions qui sont impliquées dans la dimension affective de la douleur. Donc, vous le savez, on apprend tout ça en médecine notamment. Il y a plusieurs dimensions de la douleur physique. Il y a une dimension sensorielle. On sait que j'ai mal au menton, au pied, ou que ça tire, ou ça brûle, ou ça lance, etc. Puis, il y a une dimension cognitive. Est-ce que ça va durer des plombes ou est-ce que dans 5 minutes, c'est fini? Ce qui n'a pas du tout le même impact, évidemment. Et puis, une dimension affective. Et la dimension affective, elle paraît intuitive. C'est la dimension fondamentalement aversive de la douleur. Elle paraît intuitive, mais on connaît des cas en médecine dans lesquels il y a, c'est relativement rare, mais des cas en neuropsychologie dans lesquels il y a une asymbolie à la douleur. Les gens sont tout à fait capables de discriminer les stimuli nociceptifs et non nociceptifs, mais ils s'en moquent. Ils finissent par s'en moquer. C'est souvent des cas de lésions, parfois des lésions provoquées. Et la psychochirurgie des années 40 a donné lieu à toutes sortes de cas cliniques très, très intéressants, peut-être un peu dramatiques sur cette situation-là. La phylogénétique peut aussi nous enseigner que certains poissons, quand on leur met... Les gens passent leur week-end à ça, il paraît, à essayer de mettre un hameçon dans la joue d'un poisson, ils tirent dessus. Donc, c'est une valeur d'alerte. Ils essayent de se barrer. Mais ça n'a pas une valeur sans doute aversive, comme c'est le cas pour un cochon qu'on emmène à l'abattoir. Et donc, la dimension aversive de la nociception, elle est probablement arrivée plus tard. Et l'hypothèse qui est faite pour expliquer ces résultats cérébraux, c'est que la dimension aversive du rejet social est arrivée aussi plus tard pour des espèces qui ont besoin de maintenir un lien social et pour lesquelles le rejet social est devenu douloureux. D'ailleurs, on utilise les mêmes mots. C'est purement spéculatif ce que je vous dis, mais c'est une constatation qui vaut pour beaucoup de langues, en particulier l'anglais, beaucoup le français aussi. Si je vous dis « tu m'as fait mal, ça m'a blessé, je souffre », si vous ne connaissez pas le contexte, vous ne savez pas si je parle d'une douleur sociale ou d'une douleur physique. Ça peut paraître évident quand on le dit, en fait, ce n'est pas du tout évident. Et on utilise les mêmes mots et les spéculations intéressantes, fascinantes presque, qui sont faites, c'est que c'est hérité du fait qu'il y a une lignée phylogénétique ou développementale entre un système qui a rendu douloureuse la nociception, qui n'a pas toujours été, et qui a rendu douloureux le rejet social. Ça, c'est intéressant pour certains syndromes somatiques fonctionnels avec une composante douloureuse. Et puis, les corrélats comportementaux sont presque plus intéressants, et ça, on connaît depuis longtemps, les comportements qui sont générés par une situation d'exclusion sociale expérimentale. Quand on nous exclut socialement, alors, je ne les ai pas listés par ordre chronologique, mais vous allez voir par ordre thématique, on a tendance à travailler plus pour le groupe, à plus coopérer que si on n'avait pas été exclu, offrir plus spontanément son aide. Dans cette manip, c'est génial, le type est exclu par du cyberball, il va dans la salle d'attente, et là, il y a un infâme comparse de l'expérimentaliste qui renverse un pot de crayon et on compte combien le cobaye a ramassé de crayons. C'est très objectif. Et on en ramasse plus quand on vient d'être exclu. On imite plus spontanément son interlocuteur qui a un comportement implicite d'affiliation. On note avec plus d'indulgence une prestation orale. On se conforme plus aux opinions d'autrui. Bref, on émet des comportements prosociaux. On a été menacé d'exclusion sociale et donc on va devenir plus prosocial. On exprime plus facilement un sentiment religieux. Je vous rappelle l'étymologie de la religion, c'est ce qui nous relie. On manifeste de l'intérêt plus facilement pour de nouveaux groupes, même étranges, et on adhère plus facilement à des idées conspirationnistes. Les principes thérapeutiques qui en découlent, et je m'arrêterai là,
L'écoute et la reconnaissance des symptômes sont fondamentaux. Bien sûr, c'est fondamental dans toute pratique médicale, mais je crois ici que c'est encore plus fondamental du fait qu'une partie de ces mécanismes peut être enrichie par le fait que le patient se sent non reconnu dans son expérience, y compris dans ses modèles étiologiques. Et on parlera peut-être du fait qu'on peut aussi travailler avec ces patients quand bien même les modèles étiologiques sont par accord. Un diagnostic positif, quand il ne vient pas de façon trop violente, heurter un diagnostic auquel aurait adhéré le patient, dans lequel il aurait investi, est souvent une aide. Non pas, on n'a rien compris, donc ça doit être psy, mais vous avez toutes sortes d'éléments qui me font penser à un trouble somatique fonctionnel. Un modèle explicatif qui va être adapté aux représentations du patient. Les principes de la thérapie cognitive peuvent être utiles, en particulier la prise de conscience et la réduction de la focalisation intentionnelle. Des méthodes existent pour cela. La prise de conscience et la réduction du catastrophisme, là aussi, des méthodes peuvent être proposées. Les thérapies comportementales où certains principes comportementaux peuvent être utilisés. Bien sûr, aux situations augmentant les symptômes, mais aussi à l'incertitude. Et là, le rôle des médecins est très important puisque souvent, il faut savoir, comme ça a été dit en introduction, expliquer aux patients pourquoi on pense qu'il faut faire une pause dans les explorations. Alors, mettre un terme, c'est mal vécu, mais faire une pause, ça passe plus facilement. Faire une pause dans les explorations médicales, il faut avoir un rationnel pour exposer cela. Et ça nécessite ce qu'il y a de plus dur à faire, de plus consommateur de temps et d'énergie, c'est que ça marche uniquement si vous n'êtes pas le seul à faire ça. Parce que si vous êtes le seul à arrêter les examens complémentaires et que le collègue d'à côté se dit les nazes, ils n'ont pas pensé à la neuropathie à petite fibre, eh bien, c'est fichu, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, il faut absolument réussir à partager un diagnostic partagé pour le coup, et surtout à garder le patient. En dépit de ce diagnostic, il faut bien sûr continuer à suivre le patient, sinon le risque, c'est que, évidemment, on reparte sur une errance médicale importante. Est-ce qu'il y a une indication des antidépresseurs? Je les utilise très peu en tout cas. Dans certains domaines, typiquement dans les troubles fonctionnels intestinaux, si vous regardez ce que disent les revues Cochrane, on vous dit que c'est à peu près le seul traitement médicamenteux qui a fait la preuve d'une efficacité par rapport au placebo, mais l'efficacité est d'une taille d'effet modeste. Certains inhibiteurs de recapture mixte de la sérotonine et de la noradrénaline ont probablement un effet dans les syndromes somatoformes douloureux, là aussi la taille d'effet est modeste malheureusement. Et puis il y a quelques travaux isolés, très bien faits, mais quand même isolés, qui suggèrent que la fluoxétine pourrait être efficace dans l'hypocondrie, ancienne version, probablement parce qu'elle partage avec certains troubles anxieux ou le TOC, certains mécanismes de rumination et d'attention vigilante. Et puis, des choses qu'on utilise depuis très longtemps, qui avaient un niveau de preuve relativement modeste jusqu'à récemment, en particulier les antidépresseurs tricycliques dans les symptômes somatiques multiples. Dernier point, on avait écrit avec un collègue, CCA, Victor Pitron, dans la revue de médecine interne, un papier qui était entièrement dédié à l'usage de certains des modèles cognitifs dont je vous ai parlé dans la relation médecin-malade, dans la communication avec le patient. Et donc, je me permets de faire un tout petit peu la promo de ce papier de Victor Pitron dans la revue de médecine interne. Et puis, d'autres pubs pour un bouquin que j'ai eu l'honneur et d'autres émotions associées dans la coordination, dans lequel sont abordés les éléments en psychiatrie de liaison, c'est-à-dire à l'interface avec la médecine non psychiatrique. Je vous remercie de votre attention.